Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce troisième webinaire du colloque TDO6 sur la périnatalité et la parentalité. Mon nom est Isabelle Fortier, je suis ostéopathe de formation. Je détiens aussi une formation en prévention et intervention des dépendances. Je poursuis aussi un programme en études autochtones à l'Université de Montréal. Je suis la leader régionale de l'organisation pan-canadienne Mom Stop the Harm et je suis aussi mère d'une fille qui a souffert d'un trouble lié à l'usage de substances. Je vais vous présenter un peu plus notre organisation dans quelques minutes et vous parlerez aussi de mon expérience. Mais tout d'abord, j'aimerais reconnaître que le territoire autochtone sur lequel j'habite n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles je vis et travaille aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée et ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que je reconnais les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. J'aimerais dédier la rencontre d'aujourd'hui aux milliers d'enfants issus des Premières Nations qui ont été enlevés de leur famille et qui n'ont jamais pu reprendre le chemin de la maison. Puissions-nous ne jamais oublier leur mémoire et leur trop court passage sur cette terre. Le thème du webinaire d'aujourd'hui, la périnatalité et la parentalité, réunit des experts scientifiques et cliniques, ainsi que des personnes détenant un savoir expérientiel provenant de la France, de la Belgique, de la Suisse et du Canada. Ces derniers se réunissent pour discuter des questions de périnatalité et de parentalité en contexte de consommation d'opioïdes. Ils nous présenteront différents services, expériences et approches cliniques. Comme pour les webinaires précédents, les objectifs principaux d'aujourd'hui sont de créer un espace d'échange sur les connaissances de pointe, de reconnaître et d'intégrer les savoirs expérientiels à la recherche, aux pratiques et aux politiques publiques. Quelques détails à préciser pour le bon déroulement du webinaire. N'oubliez pas que nous sommes en direct, donc nous ne sommes pas à l'abri des problèmes techniques. Seules les caméras et les micros de nos conférenciers sont activés. Vous pouvez poser vos questions à l'aide de la fonction questions-réponses Q et R au bas de votre écran ou Q et A dans la version anglophone de Zoom. Les questions seront posées aux conférenciers lors de la période de discussion à la fin du webinaire. Si vous désirez présenter votre question à la caméra, vous pouvez le préciser lorsque vous écrirez votre question dans l'endroit spécifié. S'il vous plaît, bien vouloir ne pas utiliser la fonction chat pour poser vos questions. Le webinaire est enregistré, sera donc disponible prochainement en rediffusion sur la chaîne YouTube de l'Institut universitaire sur les dépendances. Et je tiens à spécifier que nous ferons une pause de 10 minutes à la mi-temps du webinaire. Maintenant, j'aimerais vous présenter un peu mon implication au niveau de l'organisation Mom Stop the Harm. Le titre de ma présentation s'appelle « Du deuil au militantisme, perdre un enfant d'une surdose ». Mom Stop the Harm est une organisation pan-canadienne qui a vu le jour en 2016 lorsque Lorna Thomas, Petra Schultz, toutes deux de Edmonton en Alberta, ont rencontré Leslie McBain, qui provient de la Colombie-Britannique, et ont formé cette organisation afin de trouver des réponses à la mort de leurs fils respectifs, qui sont tous 3 morts d'une surdose. Au tout début, en 2016-2017, il y avait 12 familles qui formaient le noyau de cette organisation-là. Aujourd'hui, on est plus de 2000 familles à travers le Canada. Notre mission, c'est de mettre fin à la stigmatisation, aux méfaits et surtout aux décès liés à l'utilisation de substances. Et aussi, on accueille et on offre du support aux familles qui sont endeuillées, qui vivent avec ou qui vivent avec un proche qui consomme. Nos membres sont principalement de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de l'Ontario,
mais on a aussi des membres en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec, au Nouveau-Brunswick et au Yukon. Nos objectifs sont très clairs. On veut assurer une équité dans les soins de santé pour toutes les personnes qui consomment des drogues, y compris les personnes qui sont aux prises avec une consommation problématique de substances ou un trouble lié à l'usage de substances. On veut s'assurer que les différents paliers gouvernementaux travaillent tous ensemble pour changer les politiques sur les drogues afin qu'elles reflètent une approche basée sur les données probantes et qui respecte aussi et soutient les droits humains des personnes qui consomment, notamment en garantissant un approvisionnement sécuritaire de substances de qualité pharmaceutique et en décriminalisant la possession simple de drogue pour usage personnel. On veut aussi promouvoir l'accès à un continuum de services et de matériel en réduction des méfaits subventionnés, et ce, dans toutes les collectivités canadiennes, y compris l'accès à la naloxone et les services de consommation supervisée et de prévention de surdose. On veut aussi promouvoir l'accès à toutes les options possibles de traitement et de parcours de guérison, telles que validées par les données probantes et définies par la personne même. On soutient les familles et les amis des personnes qui sont affectées par l'utilisation de substances pour les aider à comprendre le système de santé et de services sociaux, y compris les différentes options de traitement et de guérison. On travaille fort à diminuer la stigmatisation à laquelle font face les personnes qui consomment en partageant nos récits et en revendiquant leurs droits. On offre un soutien émotionnel à celles et à ceux qui ont perdu une personne qui leur est chère, et on offre aussi une prise de conscience, de l'espoir et de l'éducation aux personnes qui sont aux prises avec un problème d'utilisation de substances et ayant une expérience vécue de ces enjeux. On a aussi un objectif d'éducation du public sur les actualités en ce qui concerne la recherche et les approches basées sur les données probantes qui entourent l'utilisation de substances. Et on fait aussi la promotion de l'éducation des jeunes via des approches qui sont ajustées en fonction de l'âge, basées sur la santé mentale et la réduction des méfaits afin de prévenir les méfaits reliés aux drogues. Défendre, promouvoir et supporter, ce sont nos trois chevals de bataille. Donc, nous sommes présentes à différents niveaux. On est souvent en rencontre et en discussion avec des élus de tous les niveaux, que ce soit municipal, provincial ou fédéral. Nous sommes visibles dans les médias traditionnels et aussi sur les médias sociaux. Nous participons à des présentations et des conférences comme celle d'aujourd'hui. Nous participons à des campagnes contre la stigmatisation et la discrimination. Nous siégeons sur différents comités et équipes de recherche aussi, notamment avec l'Initiative canadienne de recherche en abus de substances et le British Columbia Center for Substance Use. Le volet support, on a des groupes Facebook, soit un groupe Facebook privé pour l'entourage des proches, un autre pour les frères et sœurs, un pour les communautés autochtones et un groupe francophone, principalement qui regroupe les francophones du Québec, mais aussi d'ailleurs au Canada. Nous avons mis en place un projet qui s'appelle Stronger Together, qui a récemment obtenu une subvention du ministère de la Santé fédérale de 350 000 $ étalée sur 26 mois, qui est finalement là en place pour établir un réseau de bénévoles et de pairs animateurs qui seront payés, qui ont une expérience concrète en dépendance. Et ce réseau va informer les familles au sujet des services et des ressources qui sont offerts fondés sur les données probantes, va sensibiliser les familles et les proches à la réduction des méfaits en expliquant comment protéger leurs proches. Et il offre aussi un soutien émotionnel à tous ceux qui ont perdu quelqu'un d'une surdose. Nos familles, elles rencontrent certaines difficultés qui sont spécifiques à la crise des surdoses. Elles font tout en leur possible pour protéger leurs proches, les garder en vie et les garder aussi en contact avec les différents services de santé. Mais les difficultés sont là. Donc, naviguer le système de santé qui est quelquefois fragmenté et trouver des soins qui sont adaptés aux besoins de la personne qui souffre du trouble, c'est parfois difficile.
Ces familles-là souffrent aussi d'isolement social causé, entre autres, par la stigmatisation reliée à l'usage de substances. Il y a un certain poids et une lourdeur aussi à la prise en charge à long terme de quelqu'un qui souffre. Donc, ça a des conséquences aussi sur notre santé physique et mentale au niveau de personnes qui aident ces gens-là. Ça a un impact aussi économique pour certaines familles. Donc, que ce soit du temps de travail perdu, des pertes de revenus, aider à payer des traitements, certaines fois des coûts légaux reliés peut-être à payer des dettes de drogue pour aider l'enfant et éventuellement payer pour des frais funéraires. Donc, tout ça a un impact économique. Et les familles, plusieurs familles vont souffrir d'un traumatisme relié à ce genre de perte. Le deuil est parfois un peu plus compliqué, plus long, plus intense. Ça affecte différemment, entre autres, à cause de la stigmatisation qui relie la consommation, qui est la surdose, qui est la cause de la mort. Notre organisation veut donc venir en aide à ces familles-là afin de survivre. Alors, on partage nos histoires, mais pourquoi on le fait? Je vais vous raconter l'histoire de ma fille. Ma fille, Sarah-Jeanne, est décédée à l'âge de 24 ans d'une surdose. Elle était étudiante à l'Université d'Ottawa en droit et développement international. Elle s'intéressait beaucoup aux questions autochtones et aux questions reliées à l'environnement. Donc, c'était une fille qui était très intelligente, très brillante, allumée, empreinte de justice sociale, mais elle souffrait de troubles anxieux et d'un trouble de personnalité limite aussi qui a été diagnostiqué à la fin de son adolescence, début de l'âge adulte. Elle avait développé un trouble lié à l'usage de substances. Elle avait commencé à consommer du cannabis à l'âge de 14 ans, expérimenté avec les amphétamines à l'âge de 15-16 ans, a touché à l'héroïne à l'âge de 17 ans, consommait cocaïne et stimulants de façon récréative avec son copain dans les 3 dernières années de sa vie. Mais pour elle, sa drogue de préférence, c'était les dépresseurs, ses drogues de choix. Après son décès, seulement après son décès qu'on a appris qu'elle avait consommé de l'hydromorphone de contrefaçon dans les derniers mois précédant sa mort. Elle avait aussi une prescription de benzodiazépine pour son anxiété et elle avait développé une dépendance à cette prescription-là. La cause du décès, telle que spécifiée dans le rapport du coroner, c'est une surdose mortelle de fentanyl jumelée avec la sertraline, qui était son modulateur d'humeur. On sait qu'elle a consommé par voie nasale, donc elle a sniffé ou prisé la drogue. On a beaucoup de questions sans réponse. Est-ce que c'était la première fois qu'elle reconsommait depuis qu'elle avait consommé à 17 ans de l'héroïne? Est-ce qu'elle savait ce qu'elle consommait? Elle pensait que c'était de l'héroïne pourpre, mais en fait, c'était contaminé avec du fentanyl. Il y a plein de questions dont on n'aura jamais les réponses. Elle a été portée disparue pendant 4 jours. On cherchait où elle était. Finalement, elle était dans sa résidence à l'Université d'Ottawa. Son père lui avait parlé le 16 au soir, mais déjà le 17, elle ne répondait plus à ses textos, à ses appels. On nous avait dit aux résidences qu'elle avait quitté le jeudi 16, mais alors qu'elle était toujours dans sa chambre. Elle a consommé donc seule. Et au moment où on a lancé l'avis de disparition, probablement qu'elle était déjà décédée depuis plus de 24 heures. Évidemment, son décès, ça a été un choc pour notre famille. Elle nous jurait qu'elle ne consommait plus depuis le mois de janvier, alors qu'en réalité, elle souffrait profondément d'un mal-être et avait consommé différentes drogues, dont l'hydromorphone. On soupçonne que peut-être le 16 au soir, elle était en manque, donc elle est sortie sur la rue pour se procurer cette drogue. Et l'ironie du sort dans tout ça, c'est qu'elle est décédée à 200 mètres d'un site d'injection supervisée à Ottawa. Donc, c'est la peur, la honte, la peur de nous décevoir, la peur d'être stigmatisée, d'être jugée par la société qui ont fait en sorte qu'elle s'est cachée pour consommer. Et c'est ça, finalement, la vraie cause de sa mort. Vous voyez ici quelques visages de nos enfants qui sont disparus, les visages des membres de Moms Stop the Harm. Nous, ce qu'on fait, on milite. Et vous voyez à la droite de l'écran
un panneau publicitaire qui a été fait lors de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses. On a créé différents panneaux électroniques du genre partout au Canada avec l'image de nos enfants. Donc, le panneau que vous voyez ici, c'est celui de Sarah-Jeanne qui était ici à Montréal. Donc, le deuil nous frappe, on fait quoi? On peut s'apitoyer sur son sort, peut-être même déprimer, avoir des idées noires, ou on se relève et on agit. Et moi, j'ai décidé de vivre mon deuil dans l'action, aussi pour honorer la mémoire de ma fille et pour finalement peut-être réaliser des choses qu'elle n'a pas pu faire de son vivant. Ce que j'ai réalisé rapidement après le décès de Sarah-Jeanne, c'est que la consommation et la surdose ne fait pas de discrimination. Ça peut frapper n'importe qui, peu importe la classe socio-économique, le niveau d'éducation, les différentes communautés culturelles, ethniques, partout au Canada, toutes les régions sont affectées par la crise des surdoses. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on parle de nos histoires. On n'a pas peur d'en parler. On n'est pas les seuls aussi à le faire. Vous voyez ici une liste de quelques organisations et personnes qui interviennent et qui parlent de leur vécu. Les politiques ici au Canada sur les drogues, comme partout ailleurs au Canada, ont été mis en place basées sur des croyances qui sont morales et des principes moraux et sociétaires et non sur les évidences scientifiques. Et nous, on veut changer ça. Donc, nos histoires, même si elles sont difficiles à raconter, on pense qu'elles finissent par toucher le cœur des gens et qu'elles aident à changer les perceptions. On est présente sur les réseaux sociaux. Vous pourrez consulter les différents sites. On est sur Instagram, sur Twitter et j'ai une adresse courriel pour me rejoindre pour le réseau francophone. Donc, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec moi. Ça me fera plaisir de vous parler un peu plus de nos actions. Alors, je vous remercie infiniment pour tout ça. Maintenant, on est maintenant rendu à notre première présentation d'aujourd'hui qui nous provient de la Belgique. C'est Madame Anne Robert, qui est thérapeute du couple, sexologue et coordonnatrice de l'équipe Parentalité et Addiction. Elle va nous présenter le travail de l'équipe, soit la création d'un espace d'accueil et de soins pour permettre la multiplication des rencontres avec les familles, et l'usage thérapeutique du lien pour permettre aux patients d'éprouver et d'expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire. Je cède donc la parole à Madame Robert. Ouais. Bonjour. Voilà, les objectifs généraux du travail de l'équipe Parentalité Addiction consiste d'une part en la stabilisation de la toxicomanie des futurs parents et principalement de la mère durant la grossesse et le postpartum, et d'autre part en la prévention des dommages pour les bébés, en ce compris la minimalisation des syndromes de sevrage à la naissance, l'amélioration des premières expériences relationnelles entre l'enfant et son entourage familial, la réduction des risques de négligence et de maltraitance envers les enfants, ainsi que l'amélioration de l'inscription sociale de la famille dans un souci de démarginalisation, de déstigmatisation. L'équipe Parentalité et Addiction a réduit au minimum les conditions d'admission dans le service en offrant la gratuité des soins. Aucune condition sociale n'est requise. On reçoit aussi les illégaux sans couverture sociale. On offre une permanence médicale. Ce n'est pas sur rendez-vous, mais c'est un jour dit. On dit « tu viens le mardi » pour les gens qui ont des difficultés à venir à l'heure. Le cadre est très souple. On se rend dans les différents lieux de vie de l'enfant, domicile, pouponnière, hôpital, et si possible à des heures qui arrangent les parents. On téléphone si nécessaire pour garder le lien, et si la personne vit en rue, on essaye parfois de passer par là si on pense que cela lui sera utile. On accompagne les patients pour certaines démarches afin de renforcer le lien entre les familles et les circuits de soins. L'équipe tente de multiplier les lieux de rencontre pour travailler avec les familles. Ces familles, si souvent tentées de se rendre invisibles parce qu'englouties dans la honte de ce qu'elles sont, de ce qu'elles donnent à montrer, l'enjeu va être de permettre aux familles d'éprouver la continuité du lien. L'équipe a donc ouvert un espace d'accueil et de soins où les familles que nous suivons peuvent venir. C'est l'espace Alizé, ainsi nommé parce que les alizés sont des vents chauds, doux et réguliers, métaphore de ce que l'on a imaginé nécessaire pour entourer les familles, une ambiance chaleureuse, bienveillante, calme, permanente, un lieu de présence.
L'espace Alizé est le lieu où les parents ou futurs parents peuvent venir avec ou sans leur enfant pour 5 minutes ou pour toute la journée, pour manger, se poser, se reposer, papoter, ne rien dire, papoter entre mamans ou avec un intervenant, jouer avec son enfant ou laisser les enfants jouer entre eux. On peut y débarquer parce que c'est la crise, parce qu'on veut que quelqu'un s'occupe de son bébé qui n'arrête pas de pleurer, parce qu'on doit donner un coup de fil et qu'on n'a pas de téléphone ou qu'on n'ose pas le faire tout seul, ou parce que dans l'espace Alizé, le téléphone, c'est gratuit. Pour dire que ça va ou que ça ne va pas, pour prendre contact avec le service, ou tout simplement parce qu'on a un rendez-vous avec un intervenant et l'espace est alors comme une salle d'attente. On peut parfois y laisser son enfant parce qu'on doit faire une démarche difficile ou qu'on a un rendez-vous à l'hôpital. Le cadre organise la rencontre. Quel cadre proposer pour qu'une vraie rencontre ait lieu? Une rencontre où la maman aura la place pour laisser émerger quelque chose d'authentique, alors que bien souvent, la peur d'être jugée domine, la peur du placement de l'enfant paralyse, alors que la souffrance empêche d'imaginer des jours meilleurs. Tous les travailleurs de l'équipe, assistants sociaux, éducateurs, médecins, sages-femmes, psychologues, et puis la coordinatrice aussi, sont susceptibles d'être à certains moments au sein de l'accueil. Chaque travailleur, de sa propre fonction, se met dans une posture d'accueil lorsqu'il est présent à Alizé. L'espace tente d'offrir les conditions nécessaires pour que chacun s'y sente bien. Il y a différents espaces. Un petit salon confortable, un coin pour les enfants avec une petite dinette, des petites voitures, un coin pour les bébés avec des tapis de sol, des jouets pour les bébés, une grande table où on peut manger tous ensemble, on fait des croque-monsieur, des soupes, on boit du thé, du café, un petit bureau où on peut avoir accès à un téléphone, un ordinateur, une grande armoire pleine de jeux de société, de puzzles, de papier, de crayons. Un fauteuil relax où on peut carrément dormir un peu, se reposer tout du moins. L'espace d'accueil est organisé pour qu'on puisse y venir sans nécessairement formuler une demande. On peut juste dire bonjour, s'asseoir, dire ou ne pas dire, être dans l'échange ou le silence, l'élaboration ou la plainte. L'émergence d'une demande va parfois prendre du temps et ce temps va être mis à profit pour tenter de tisser le fil qui mène vers un lien de confiance ou un processus de soin. Les mots se mettent doucement, les émotions se livrent parfois timidement. Dire les choses, vous le savez, suffit rarement, ce serait si simple. Alors, à Parentalité Addiction, en plus de dire, on essaye de faire éprouver des choses à ses parents ou futurs parents en tentant de prendre soin d'eux. Je dis tenter parce que prendre soin n'est pas simple, ni donner, ni recevoir. On commence par le plus simple. On offre un café, une écoute, à table, au petit salon. On aide pour une démarche, on propose des espaces de rencontre avec les différents professionnels. En offrant un espace où le temps s'écoule dans une certaine bienveillance, le couple peut éprouver des sentiments nouveaux. Un étonnement face à des intervenants qui proposent mais n'excluent pas, si ce n'est pas accepté, qui sont d'accord de consacrer du temps pour apprendre à se connaître mutuellement, pour s'apprivoiser. On donne le temps à la famille de prendre le risque de s'affilier, elle qui a souvent le sentiment de n'avoir plus aucun lien, plus aucun lieu d'appartenance. Les intervenants sont disponibles pour permettre à la famille de vivre cette expérience. Et c'est parfois dans ce temps que survient l'envie de changer, un intérêt nouveau pour soi, pour son enfant ou son enfant à venir, et parfois même pour sa vie psychique. On ne comprend pas toujours pourquoi les patients investissent ou désinvestissent l'espace. À certains moments, ils envahissent le lieu, ils campent parce qu'ils n'ont pas d'ailleurs où aller ou passer le temps ou se mettre à l'abri des consommations. Ils peuvent s'approprier cet endroit parce qu'ils s'y sentent bien, avec une identité de parents, même si leur enfant est placé, même s'ils sont avec leurs enfants et n'ont pas du tout envie de s'en occuper et se plantent à table en attendant que les intervenants s'en occupent. Ils viennent parfois avec l'espoir de rencontrer quelqu'un qui les connaît, un intervenant, un autre patient, un visage familier. Le collectif donne aussi la possibilité de contextualiser la fragilité, la vulnérabilité, les difficultés d'accès aux soins, ce qui permet une certaine déculpabilisation. On n'est pas personnellement responsable de tout ce qui nous arrive, il y a aussi le contexte social dans lequel tout ça s'inscrit. Évidemment, rester parfois plusieurs heures avec des patients pose la question de la distance thérapeutique. Parfois, diminuer la distance peut permettre l'accroche et la confiance. Mais parfois, ça empêche l'engagement thérapeutique. La distance thérapeutique est à géométrie variable et c'est l'intervenant qui s'utilise lui-même pour jauger la distance juste à établir. Les intervenants s'adaptent à la variabilité des parents
et ne définissent pas à l'avance comment les choses doivent s'organiser. Les intervenants adaptent leur présence aux besoins des familles. Par exemple, si on mange tous ensemble à la grande table, parfois c'est vraiment un moment rassembleur. On est tous ensemble, ça permet de vivre une expérience qui peut-être pourra se répéter à la maison, manger à table, en famille. Parfois, chacun arrive au compte-gouttes, c'est complètement chaotique et on gère comme on peut. Ce lieu où chacun laisse savoir ce qu'il est montre aussi des choses difficiles. Une mère qui pique du nez, un enfant qui hurle sa colère, une mère énervée, pas du tout adéquate, des enfants qui visiblement ont faim ou froid ou sont mal habillés, des parents qui sont sales, agressifs, des enfants qui s'éparpillent, des parents qui revendiquent. Ce lieu n'est pas toujours simple à gérer. Voir des parents peu protecteurs inadéquats, percevoir la détresse des enfants, des bébés, n'est jamais facile. C'est parfois pour les intervenants accepter de supporter l'insupportable qu'on leur laisse voir ou supposer. On n'est pas trop d'une équipe de 12 pour se soutenir mutuellement et rester vigilant pour ne pas être dans le jugement. Les regards des soignants se croisent et en disent long parfois sur la gravité de la souffrance humaine. Les intervenants tentent d'apaiser, de nommer, de dire. Les autres parents aussi réagissent, parfois même de manière assez juste, parfois en surréagissant. En tout cas, on ne reste pas sans rien faire, on ne reste pas sans rien dire, mais surtout on reste dans le lien, on est présent et bien là. Être à l'accueil est souvent très frustrant pour les intervenants. On ne sait jamais ce qui va s'y passer. Les patients vont-ils venir? Combien? Vont-ils faire quelque chose? Parler, jouer, colorier? Le temps est parfois long avec l'impression que rien ne se passe. Pourtant, c'est parfois l'ébauche d'une expérimentation de la relation qui s'opère, par petites touches, mais parfois si faiblement qu'on ne sent pas ce frôlement d'humain à humain. Être ensemble, patient et intervenant, jouer un jeu de société, rire ensemble, papoter, aborder un sujet difficile, partager un repas, sont toutes des occasions d'expérimenter une relation entre adultes bienveillants et de se sentir égaux et valorisés par le simple fait d'être ensemble. La posture des intervenants qui consiste à être avec bienveillance auprès des patients peut faire penser à la préoccupation maternelle primaire de Winnicott, qui permet à l'enfant de se sentir contenu dans le regard psychique de sa mère et considéré par elle comme objet de son importance, de son attention, ce dont a souvent manqué la majorité de nos patients. Au sein de l'espace Alizé, certains patients peuvent, à certains moments, accepter que l'on prenne soin d'eux, régresser, se laisser materner, accepter le lien, nouer de vraies relations avec certains intervenants, demander de leurs nouvelles quand ils ne sont pas là. Parfois, le lien est très discontinu ou indifférencié. On peut voir dans quel type de relation les patients peuvent se mettre. Relation duel quand l'autre est bienveillant, ou alors vécu d'intrusion, distance, ennui. Peuvent-ils éprouver l'efficacité d'un contenant bienveillant et se mettre en mouvement pour rechercher ce type de lien, au moins à certains moments? À quoi est-on identifié? À quoi l'espace est-il identifié? L'équipe espère qu'éprouver l'efficacité d'un lieu contenant bienveillant peut permettre à certains de rechercher d'autres lieux ou d'autres personnes contenantes et rassurantes plutôt que de se tourner systématiquement vers ce qu'ils ont connu précédemment. L'espace Alizé est l'espace où les familles jouent devant nous ce qui se passe dans l'intime. Mon enfant joue, ben ça m'énerve, ou ça m'endort, ou je m'en fous, ou j'ai juste envie de partir, ou je ne sais pas quoi faire avec lui. Je m'ennuie, il m'ennuie en fait. Même si le parent ne dit rien, on peut vite voir ce qu'il ressent. Les intervenants verbalisent certaines choses, mais surtout en étant là, dans une vraie relation à chacun, ils agissent et influencent les comportements les uns des autres. Ensemble, sans même forcément en parlant, on crée d'autres manières de faire, de s'ajuster les uns aux autres. Chacun s'observe et expérimente d'autres façons de faire. On ne peut pas ne pas influencer. Quand on est dans le lien, on agit forcément. On ne peut pas séparer l'observation de l'intervention. Notre regard influence ce qu'il y a à voir. De par la présence des intervenants et du lien qui existe entre eux et les familles, chacun se positionne ou peut changer de positionnement sans forcément formuler une demande explicite. Chacun cherche comment faire. Certains essayent de faire comme d'autres, certains essayent justement de faire différemment et cherchent leur propre manière de faire. Voir d'autres mères aidées par les intervenants dans les soins à donner aux enfants
Écouter des informations qui s'échangent, sentir la bienveillance, le soutien, la cohérence du lieu, la cohérence de l'équipe peut permettre à certains de vivre ce qui leur a manqué, d'éprouver ce holding rassurant dans cet espace maternel et contenant. Apprendre le portage en l'éprouvant soi-même. Bien sûr, certains patients très carencés, très abîmés, ne peuvent faire durer l'effet contenant de l'espace que le temps d'un moment. Il ne faut pas confondre les signes extérieurs d'une relation de confiance avec une réparation des failles intérieures. Pourtant, pour ces patients-là aussi, ce qui se passe au sein de l'espace alizé est une expérience qui ouvre vers d'autres possibles, même s'ils sont fugaces. Pour conclure, pour l'équipe parentalité addiction, la clinique du Bas-Seuil est la clinique du lien. Celui-ci est à géométrie variable. Il se construit en fonction des potentialités des familles. Cette clinique requiert des styles relationnels innovants de la part des intervenants. Créativité, improvisation, adaptation sont les outils des travailleurs. L'usage thérapeutique du lien va peut-être permettre aux familles de nouer les liens différemment. L'espace alizé a été ouvert pour permettre la multiplication des rencontres avec les familles. C'est un lieu où les intervenants offrent une présence. Les rencontres peuvent donner aux patients l'opportunité de contextualiser leur vécu, de susciter une certaine entraide, d'apprendre des nouvelles façons d'être et de faire. Ces rencontres permettront peut-être la construction de liens suffisamment sécurisants pour qu'une demande émerge, pour qu'une accroche se crée, pour qu'une alliance thérapeutique se noue, pour qu'un changement s'opère. C'est le pari que fait l'équipe Parentalité Addiction. Merci à Pierre qui a fait mon assistance technique. Merci infiniment, Madame Robert. Quel beau service vous avez, vraiment adapté aux besoins des familles. C'est formidable. Bravo. On va accueillir maintenant une équipe de la France. Monsieur Aubin Fougeroux, qui est éducateur spécialisé, est accompagné de Monsieur Charles Mignon, qui est chef de service, Monsieur Johan Jiménez, qui est éducateur spécialisé, ainsi qu'une personne qui est accueillie par leur service, et l'Association régionale Clémence Isard. Ils vont nous présenter aujourd'hui leur association, un accueil résidentiel de parents usagers et de substances psychoactives avec leurs enfants, une possible alternative au placement. C'est à vous, messieurs. Oui, bonjour. Donc, je suis Charles Mignon, chef de service du Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie de l'association régionale Clémence Isard. Donc, on est dans le sud de la France, à Toulouse. Et donc, ce XAPA s'adresse à des personnes qui ont des difficultés avec leur consommation, finalement, avec des substances ou sans substances. Donc, aujourd'hui, je suis accompagné de Aubin Fougeroux, qui est éducateur, et donc de Safia, qui a partagé les appartements thérapeutiques. Donc, le XAPA propose essentiellement des soins résidentiels et du soin ambulatoire. Et donc là, on va vous présenter surtout le soin résidentiel dans le cadre des appartements thérapeutiques qui sont destinés à des parents avec enfants. Voilà. Alors, comme le disait Charles, donc nous sommes un service en direction de parents avec enfants. Nous accueillons des parents ou des futurs parents, parents avec des enfants de tout âge, mais nous avons donc beaucoup de parents qui ont des jeunes enfants ou des personnes qui rentrent en étant en fin de grossesse aussi. Et le plus fort de notre mission, c'est de pouvoir faire en sorte que la personne reste inscrite dans un parcours de soins qui a été amorcé depuis un temps plus ou moins variable, pour permettre à cette personne, ce futur parent, de pouvoir se recentrer sur lui-même et en étant accompagné, de pouvoir lui permettre d'exprimer ses possibilités ou ce qu'il ne peut pas. Et donc tout ça s'établit sur un lien de confiance. Et voilà, je pense que la meilleure façon de vous illustrer ça donc, passe par un témoignage, ce qui va faire écho aussi un petit peu à tout ce qu'on a pu déjà entendre avant. Et je remercie Safia de bien vouloir témoigner de son parcours et on reviendra s'il faut après sur tout ça. Bonjour, donc je m'appelle Safia,
J'ai fait partie du dispositif pendant un peu plus de 2 ans. Donc moi, je suis rentrée sur les appartements thérapeutiques lorsque j'étais enceinte, principalement pour une mise à l'abri, puisque j'étais dans de fortes consommations et dans des modes de consommation très durs, donc notamment l'injection et la fume. Donc la première idée, c'était déjà une mise à l'abri et aussi un peu d'enlever ces doutes que j'avais face à mon accouchement. Donc, comme on l'a déjà dit, il faut savoir qu'un parent consommateur est très stigmatisé et forcément jugé. Donc, c'est vrai que moi, c'était ma première enfant et j'avais beaucoup de craintes par rapport à ça. Et donc, d'entrée, j'avais beaucoup de peur. Notamment ne pas assumer, mettre en danger ma fille et ne pas savoir quoi faire. Donc très vite, j'ai connu toute l'équipe. J'ai bénéficié d'un traitement de substitution. On a défini plusieurs projets donc de soins, d'accompagnement social et de parentalité, évidemment. Et psychologique, tout à fait. Donc, c'est un grand travail qui s'est mis en place, sachant, comme vous l'avez déjà dit auparavant, qu'on a souvent honte d'en parler. Donc, le premier noyau familial est souvent écarté. Et en fait, l'équipe a été un peu, a remplacé un peu la famille, donc, avec laquelle on peut en parler. À savoir qu'au milieu de ma grossesse, j'ai totalement arrêté les consommations. Et effectivement, il y a la deuxième phase où après on accouche, où on ne porte plus l'enfant. Et donc, on est un peu reconfronté à ces consommations. On devient une femme et plus une femme enceinte. Et donc là, j'ai rechuté, donc j'ai pu facilement reparler de ces rechutes et déculpabiliser, puisqu'on reculpabilise très vite. Et en fait, excusez-moi, et en fait, pouvoir ne pas être jugé surtout et trouver des alternatives à ces reconsommations. Parce que voilà, effectivement, ce qui compte surtout, c'est de pouvoir garder le lien et la parole et pouvoir dire toujours ce qui se passe. Voilà, je pense que ça a été important de dire quand on a rechuté, et d'où cette confiance, puisqu'effectivement, c'est vrai que sachant que l'équipe est disponible tout le temps, j'ai pu des soirs en parler, les lendemains. Voilà, au bain, souvent, on a eu des discussions sur le fait que c'était des consommations un peu, comment dirais-je, dégradantes. Et donc, il m'a souvent dit, on ne peut pas revenir sur ce qui est fait. Voilà, maintenant, il faut travailler sur les prochaines consommations, prendre en compte la réduction des risques et un peu pouvoir mieux consommer, si je puis dire. Donc ensuite, j'ai dû quitter les appartements thérapeutiques. Je suis passée sur les services ambulatoires. Et pour moi, j'ai un peu perdu ce cocon dans lequel j'étais à l'abri. Et il y a eu aussi l'effet du confinement, en fait, qui a fait que je me suis retrouvée seule face à moi-même et face à ma fille, avec l'évolution de ma fille, donc, qui a grandi et qui comprenait de plus en plus ce qui se passait. Et à un moment donné, donc, j'ai eu une très grosse rechute. Et donc, l'équipe a pu le voir, malgré que j'essayais de faire face et de dire que ça allait. On avait envisagé plusieurs solutions, des familles d'accueil, etc. Et à un moment donné, au point de non-retour, j'ai pu demander à ce que ma fille soit placée avant que des mesures soient prises, des mesures drastiques et irréversibles, ce qui a fait que j'ai pu être hospitalisée de façon sereine et prendre soin de moi. Voilà, donc ma fille est sortie du dispositif au bout de 3 mois. Je pense que ça a facilité le fait que ce soit à ma demande, ça a facilité le retour de ma fille chez moi. J'ai pu requalifier mes consommations, puisque maintenant, c'est des consommations occasionnelles et moins douloureuses, puisque du coup, je fais en sorte
que ça n'impacte pas sur ma fille, qu'elle ne le voit pas, des heures où elle soit couchée, dans un autre cadre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis sur notre vision des choses. Voilà. Oui, c'est-à-dire, enfin, une autre vision des choses dans le sens où voilà, c'est perdre un produit pour gagner autre chose dans la relation. J'ai perdu un produit pour avoir une relation de qualité avec ma fille, puisque ça a été le cas sur les appartements thérapeutiques. Et ensuite c'est devenu un peu plus compliqué et c'est revenu à la normale. Voilà. On dit souvent qu'on ne peut pas être parent et consommateur. Je pense qu'on peut tout à fait être les deux. C'est vrai qu'il y a il y a des hauts, il y a des bas. Il y a beaucoup de peur et beaucoup de peur liées au changement et à l'attachement de ces drogues. Mais je pense que l'attachement d'une mère à son enfant, à un moment donné, va surpasser cet attachement en consommation et il va faire qu'elles se font dans un autre cadre. Alors, dans ce que Safia vient de dire, l'importance au départ, c'est ce qu'on peut remarquer avec beaucoup de parents et de futurs parents, de travailler sur cette question de la culpabilité, puisque ne voulant pas être renfermé dans une logique abstinentielle quand on voit qu'il y a encore une fragilité et qu'il y a encore un mouvement actif dans les consommations, il s'agit pour nous d'accompagner cela de la meilleure des façons, en tout cas pour que ce soit le moins conséquent possible pour la maman. Et ce travail-là, quand on parle d'alternative au placement sur le sujet titre, c'est en fait dans la situation de Safia, on a pu évaluer les fragilités initialement, mais le fait d'en parler, on a pu aussi envisager des solutions et voir les perspectives. Et notamment, on a pu mettre des mots sur la possibilité du placement. Et comme l'a bien dit Safia, et c'est courageux d'ailleurs d'en parler aujourd'hui, il y a eu un placement à l'issue de la prise en charge sur les appartements thérapeutiques, mais comme il y avait eu des mots que ça avait été pensé en amont, ça a permis à Safia de rester active dans ce mouvement-là. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on est, ce qui est quand même plutôt rassurant pour toi, satisfaisant, in fine, 3 mois de pas de côté. Et quand tu parles de requalification de consommation, quand on est à un moment ou un stade où on n'arrive pas à mettre le couvercle définitivement sur ces consommations, essayer de les réfléchir autrement, de pouvoir l'aborder le plus sereinement possible. Et j'insiste sur le travail sur la culpabilité pour pouvoir le penser autrement et de façon moins destructive. Ouais, je pense que tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est vrai, sur la non-abstinence, parce qu'on se dit souvent que lorsqu'on rentre dans un centre de soins ou dans une organisation, en tant que consommateur, on émet tout de suite des réserves en se disant je peux dire que j'étais consommatrice, est-ce que je peux parler des rechutes, est-ce que j'ai le droit? Et c'est vrai qu'en fait, ailleurs, dans un autre milieu militant, quand on ose parler des consommations, on n'ose pas parler des consommations actuelles, que ce soit dans un réseau social ou professionnel. On sous-entend que j'étais consommatrice et que je ne le suis plus. Et ce qui est important dans ces associations-là, c'est que non, justement, on peut parler des consommations actuelles et justement travailler sur des consommations bénéfiques. Je pense que c'est un passage important. Ça permet justement l'ouverture du dialogue, en fait. Tout à fait. Et là, ce que tu dis très justement va vraiment dans cette logique de réduction de risque, quitte à me répéter. De pouvoir s'autoriser à dire, à donner la photographie des consommations sur le moment, permet justement de nous aussi de nous appuyer sur ça pour pouvoir affiner cette logique de réduction de risque
en toute conscience. Mais en fait, c'est ce qui a fait aussi que j'ai été quand même acteur du placement. Le fait qu'on puisse en discuter, ça a permis à moi et à l'équipe de prendre cette décision à un moment donné, de me dire je ne peux plus, j'ai besoin d'aide et j'ai besoin qu'on s'occupe de ma fille pour que je m'occupe de moi. Parce que si je ne suis pas bien, ma fille ne sera pas bien. Merci beaucoup, Safia. Merci beaucoup, parce que du coup, voilà, je crois que nos 12 minutes sont écoulées. Ben, merci pour ce beau témoignage. Merci à vous. Merci à vous deux. Et Safia, un superbe exemple justement de non-abstinence. On parle souvent de l'abstinence absolue, mais vous démontrez vraiment que vous pouvez être une excellente mère tout en consommant de façon sécuritaire. Donc, bravo à vous et bravo à l'équipe de vous avoir supporté. Et on vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre fille dans les années qui viendront. On passe maintenant, on revient au Québec où Mme Anne-Marie Mecteau, qui est agente de relations humaines au programme CRAN, Dr Annie Trépanier du Centre hospitalier universitaire de Montréal, le CHUM, et Mégane, qui est une maman qui utilise les services de l'organisme Rond-Point. Elles vont toutes trois nous faire un survol de l'offre de service du traitement par agoniste opioïde, TAO, et ils vont nous parler de l'organisme Rond-Point, ainsi que de l'approche, des approches et des principes qui guident leurs interventions. Donc, à vous, mesdames. Alors, bonjour, merci beaucoup Isabelle. Oui, on va vous présenter un très bref survol du Rond-Point, qui est un centre d'expertise périnatale et familiale en toxicomanie à Montréal, et quelques-uns de ses services. Ah, ça ne marche pas les flèches. Bug technique, ce ne sera pas long. Ah, voilà, merci. Donc, plus spécifiquement, le service périnatalité-parentalité du programme CRAN s'insère dans une offre de service intégrée au Rond-Point avec plusieurs autres partenaires qui travaillent auprès de familles dont au moins un des parents a des enjeux ou a déjà eu des enjeux liés à la consommation de substances, y inclut les opioïdes. Donc, les rendez-vous de suivi de traitement par agoniste opioïde sont arrimés avec le suivi grossesse ou développemental de l'enfant. Et le traitement s'inscrit dans un cadre plus large, si on veut, qu'un service de TAO plus typique ou habituel, en lien avec les objectifs du Rond-Point. Alors, les objectifs du Rond-Point visent à améliorer la santé, le fonctionnement, la qualité de vie individuelle et familiale. On est à même de constater au quotidien comment le fait d'offrir nos services dans un milieu chaleureux et accueillant et d'avoir plusieurs services sous un même toit contribue de façon significative à la richesse du transfert des connaissances entre les intervenants, à la mise en commun de nos interventions et au partage des risques et des responsabilités liés à la complexité de notre travail. Ça permet aussi de créer des moments, des occasions d'échange et d'entraide entre les parents. Parmi les principes qui guident nos interventions, il y a la réduction des méfaits, bien sûr. La réduction des méfaits s'applique de façon plus large quand on prend en considération toute la famille, d'une part, et d'autre part, la réduction des méfaits s'applique tout court. Alors, ça paraît peut-être un peu de base de dire ça, mais parfois, quand on est dans un contexte de périnatalité ou de parentalité, on n'applique pas la réduction des méfaits de la même façon qu'on le ferait avec d'autres personnes consommatrices. Donc, nous, c'est un de nos principes principaux, comme on l'a vu dans les deux autres présentations. La consommation de substances dans un contexte de périnatalité et de parentalité existe.
Et on sait qu'il n'y a pas grand-chose de plus tabou, en fait, qu'une femme enceinte ou une mère qui consomme la honte et la culpabilité qu'elles vivent est décuplée, puis la stigmatisation qu'elles subissent aussi. Ceci va faire en sorte qu'ils ne vont pas facilement partager leurs cravings, leurs épisodes de consommation ou leurs intentions de consommer. Fait que ça demande d'être encore plus respectueux et sans jugement, même en période de rechute. Donc, nous, on traite vraiment la personne devant nous dans sa globalité, en comprenant que devenir parent représente un changement identitaire significatif pour chaque personne qui le vit. C'est un processus et non un événement. C'est pas parce qu'on a un enfant que tout change du jour au lendemain et que soudainement, tous nos problèmes sont réglés. C'est plutôt un long parcours d'adaptation et de connaissance de soi. Et au contraire, en fait, le niveau de stress tend à augmenter avec l'arrivée d'un enfant. Donc, on sait que dans le fond, toutes les personnes qu'on suit, pour les personnes qu'on suit, la consommation occupe toujours une fonction ou occupait une fonction dans leur vie. Et plus souvent que jamais, en fait, c'est un mécanisme d'adaptation pour pallier à d'autres difficultés qu'elles vivent, notamment en lien avec la santé mentale. Alors, je vais laisser Dr. Trépanier vous en dire plus sur le sujet. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour cette première partie. Donc, je m'appelle Annie Trépanier, je suis une des psychiatres à l'unité de psychiatrie des toxicomanies. Puis, dans le fond, on a établi depuis janvier 2020 un partenariat avec le Rond-Point afin de répondre aux besoins des mamans ou encore de certains papas sur le plan de la santé mentale et des troubles concomitants. Et je vais vous expliquer dans un premier temps en quoi consistent finalement les soins, les services de la psychiatrie des toxicomanies du CHUM, puis aussi comment on a pu intégrer les services auprès du Rond-Point. Donc, la psychiatrie des toxicomanies offre une expertise spécialisée pour une clientèle présentant un trouble concomitant. Je vous reviendrai un tout petit peu plus tard avec la définition officielle de qu'est-ce qu'un trouble concomitant. Et plus en lien là, spécifiquement avec les services offerts au Rond-Point. Donc, un psychiatre, moi, et un professionnel de la santé, ma collègue, Mme Pascale Desaulniers, qui ne pouvait être avec nous aujourd'hui, qui est travailleuse sociale et aussi coordonnatrice de notre service. Donc, on se présente régulièrement au Rond-Point afin notamment d'offrir un service finalement d'évaluation, consultation, afin d'étayer principalement des recommandations pour l'équipe multidisciplinaire, mais aussi pour les autres médecins, parce qu'il y a des médecins aussi qui font des suivis de grossesse, puis ensuite des suivis de patients plus en médecine de famille, donc pouvoir établir des recommandations en termes pour les troubles concomitants. Puis, pourquoi est-ce qu'on a identifié ce partenariat? C'est aussi pour favoriser de bien engager là, ces parents qui peuvent parfois être assez désaffiliés du système de santé pour qui des soins en milieu hospitalier en tant que tel et parfois même en psychiatrie, pour plusieurs, c'est plutôt aversif. Donc, vraiment, de venir dans le milieu où ils ont déjà établi un port d'attache, c'est très facilitateur. Et dans tout cela, bien sûr, on inclut là, en discussion de cas en équipe multidisciplinaire, toutes les observations et on intègre aussi toutes les différentes interventions qui ont déjà été faites par l'équipe ici, qui font déjà un travail extraordinaire avec les parents. Donc, on offre des suivis brefs pour stabilisation dans les situations cliniques indiquées. Et dans certains cas, surtout il y a des urgences de troubles concomitants au niveau psychiatrique et que certains parents se sentent plus même à l'aise de venir dans le centre hospitalier, à ce moment-là, j'ai d'autres collègues, même à l'hôpital, qui peuvent compléter ce que je peux offrir comme soin, étant donné que j'aimerais pouvoir en offrir plus, mais ça peut arriver que mon temps demeure un petit peu limité de ce côté-là. Mais quand même, donc on tente vraiment d'offrir un maximum de services à l'équipe ici. Donc, je vais changer de slide. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. C'est vraiment une image pour vous présenter qu'est-ce qu'un trouble concomitant. On en a déjà, en fait, déjà au départ, on a eu une introduction sur comment un trouble concomitant peut se présenter. Donc,
au moins un trouble de santé mentale, mais parfois les gens en ont plusieurs. Et là, on inclut là, tous les troubles, par exemple, anxieux, dépressifs, bipolaires, les troubles psychotiques, les troubles de personnalité aussi, et au moins un trouble d'usage. Et ce qu'on doit toujours garder en tête, c'est que la combinaison de ces troubles-là, et surtout avec le trouble d'usage, qui peut lui aussi induire différents symptômes et même induire un trouble, ça génère une complexité diagnostique qui peut être assez significative. Donc, c'est vraiment une interface particulière à considérer. Et donc, ça génère un vaste éventail aussi de diagnostics potentiels à traiter. Donc, c'est très vaste là, ce qu'on peut voir en clinique, ici au rond-point. Puis aussi, ce qui est important en lien avec tous les troubles induits et les troubles concomitants, c'est que souvent, ce sont des troubles qui sont plus complexes ensemble à traiter et qui vont générer un impact majeur au niveau du fonctionnement cognitif, émotif et aussi interpersonnel. Donc, les troubles concomitants, l'évaluation est souvent complexe et présente un flou diagnostique qui va se clarifier au fil de l'évolution. Parfois même au fil d'informations collatérales que nous allons obtenir via les proches ou même les observations là, des intervenants qui sont présents ici. Parfois même, les patients vont nous clarifier ça eux-mêmes, bien sûr, les parents, pardon. Et dans ce contexte-là, compte tenu de la complexité de la présentation d'un trouble concomitant, le traitement intégré dans ce contexte est à privilégier lorsque c'est possible, notamment parce qu'on souhaite vraiment offrir un traitement qui est cohérent pour les objectifs du parent, mais aussi cohérent en intégrant vraiment les différentes lignes directrices pour chacun des troubles, parce que dans la littérature, on ne trouve pas nécessairement autant là, de littérature sur le traitement des troubles concomitants qu'on souhaiterait. Puis, bien sûr, je souhaiterais articuler aussi qu'il y a quand même certaines particularités en périnatalité à prendre en compte et qu'on intègre bien sûr dans les suivis au rond-point. Comme vous voyez, je n'ai pas fait une vaste liste de traitements, de particularités de traitement, étant donné le temps qui nous était alloué. Donc, ce n'est qu'un très, très bref résumé. Donc, entre autres, il faut quand même considérer que certains médicaments peuvent être contre-indiqués ou moins indiqués durant la grossesse et l'allaitement. Et ça, c'est plus particulièrement pour les mères qui sont enceintes et en période d'allaitement, bien sûr. Et que différentes interventions biopsychosociales vont être primordiales afin de prendre en compte les changements au niveau fonctionnel et au niveau de vie qui sont induits par les conditions psychiatriques et les troubles d'usage, mais aussi qui peuvent être observés là, en lien avec la maternité. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous maintenant céder la parole à une mère et aussi notre partenaire aujourd'hui qui continue de recevoir des suivis au rond-point. Donc, je cède la parole à Madame Megan Lennon. Merci beaucoup. Bonjour, merci Dr. Trépanier. Bonjour, je m'appelle Megan et je suis maman de rond-point depuis les 5 dernières années. Mon histoire de sobriété a commencé quand j'ai trouvé les services du CRAN en printemps de 2016. En hiver 2016, j'ai tombé enceinte et j'étais recommandée à rond-point. Mais j'étais hésitante parce que toutes mes expériences précédentes étaient négatives. J'avais peur d'être jugée, de perdre la garde de mon enfant, être appréhendée pour une rechute et que personne ne me croyait quand je parlais de mes expériences. Mes ronds-points n'étaient rien de tel. Ils m'ont traitée avec du respect, bonté et pour la première fois comme une personne régulière, non juste une consommatrice de drogue. Les services qu'ils m'ont offerts étaient sans pareil. J'avais non seulement un médecin, mais aussi une infirmière et une intervenante que je pouvais parler avec de n'importe quoi. À rond-point, j'ai des ressources, des repas chauds, des cours de tout ça. Et peut-être le plus important, une équipe de personnes professionnelles qui veut que je réussisse et atteindre mes buts. Je suis capable à parler franchement avec mon médecin et mon intervenante. Et ça m'a aidé à devenir une meilleure personne.
je suis devenue capable à commencer à travailler sur les raisons que j'ai commencé à consommer. J'ai commencé à adresser mes traumatismes et ma santé mentale que j'ai vécu pour tellement longtemps. Présentement, je viens d'être diplômée, je travaille et j'élève mon fils. Rond-Point m'en offert les outils pour garder ma sobriété pendant ce temps-là, à apprendre, grandir et tellement plus. Mais c'est tout pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et maintenant, j'aimerais vous présenter un court vidéo qui montre un peu de Rond-Point. Le Rond-Point est une entente de services rendue possible grâce à l'engagement de plusieurs partenaires pour offrir des services psychosociaux et de santé aux femmes enceintes, aux mères, aux pères et des jeunes enfants de 0 à 5 ans dont la consommation d'alcool, drogue ou médicaments a déjà fait ou fait encore partie de leur histoire. En fait, Rond-Point, ça regroupe beaucoup de professionnels et de gens qui sont là pour répondre à nos diverses questions. Puis, à défaut de ne pas avoir la réponse, ils nous guident vers les bons endroits pour trouver les réponses à nos questions. Un des grands avantages du Rond-Point, c'est que des personnes qui vivent des difficultés communes peuvent venir dans un lieu où ils ne sont pas stigmatisés à cause de leurs problématiques. La venue d'un enfant est un moment charnière où de nombreux parents en profitent pour modifier certaines habitudes. C'est vraiment un milieu de vie auquel les patientes et les familles s'associent. Donc souvent, nos clientes ont eu des expériences de soins négatives avec les milieux de soins traditionnels. Donc le Rond-Point étant un milieu là, où elles se sentent bien, c'est beaucoup plus facile de faire une intervention qui est efficace. Un des nombreux avantages du Rond-Point, c'est d'avoir tous les professionnels dans un même lieu. En fait, ça nous permet de développer une philosophie d'intervention, ça nous permet de travailler dans une interdisciplinarité et même dans la transdisciplinarité. Rond-Point permet aux parents de mieux comprendre les besoins de leurs enfants et de décoder les messages qu'ils leur transmettent. Ça permet à ces parents-là d'explorer des avenues différentes et plus saines pour prendre soin d'eux afin de prendre mieux soin de leurs enfants. Le Rond-Point encourage l'autonomisation des parents, ce qui leur permettra d'offrir un meilleur avenir à leurs enfants. J'ai des rendez-vous une fois par mois environ, ou sinon je peux venir n'importe quand les voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça m'aide beaucoup, ça me sécurise parce que je suis une personne assez anxieuse. Juste le fait de te retrouver dans un endroit où est-ce que les autres papas, mamans qui sont là vivent la même chose, puis de pouvoir un peu s'encourager l'un l'autre parce que tu vois qu'il y en a qui sont peut-être moins loin que toi, mais il y en a qui sont plus loin que toi, puis qui ont réussi à passer à travers des choses des fois même plus difficiles. Je pense que ça peut te regrander pour le restant de la semaine à venir, là. Alors, mesdames, j'imagine que vous avez terminé. Merci infiniment à vous trois et félicitations à Mégane pour tout ce travail et cette persévérance à avoir accompli, entre autres, une diplomation. Donc, félicitations. On est maintenant rendu à la pause. On va prendre une pause de 10 minutes. Il est présentement 10h05. Donc, nous allons revenir à 10h15. Donc, on se revoit de l'autre côté de la pause. Nous sommes de retour pour la deuxième partie du webinaire d'aujourd'hui. Je fais un petit rappel, si vous avez des questions pour nos conférenciers, on vous invite à les écrire dans la section Q&R en bas de la fenêtre Zoom. Nous avons une période de 30 minutes qui seront réservées pour les questions et réponses à la toute fin. Et les conférenciers seront invités à discuter et à répondre à vos questions. Accueillons maintenant la Dr Wissal Benjama, qui est chef du service de néonatologie au Centre hospitalier universitaire de Montréal, CHUM, et qui est professeure adjointe clinique. Elle nous parlera de la prise en charge des nouveaux-nés souffrant de SRN. La parole est à vous, Dr Benjama. Bonjour à tous. Alors, merci. On me demande aujourd'hui de vous parler d'une méthode innovante pour évaluer les nouveau-nés souffrant d'un syndrome de retrait néonatal
et ce, en dedans de 12 minutes. Alors, ça va aller vite, je vous préviens. Attachez vos ceintures. Le syndrome de retrait néonatal est devenu un véritable problème de santé publique parce que, comme vous le voyez, quand on regarde l'incidence parmi les naissances vivantes dans différents pays d'Europe, d'Australie et des États-Unis, le Canada, malheureusement, arrive en tête de tout ce beau monde-là. Et malgré le fait que ce soit un problème de santé publique aussi important, on continue encore au jour d'aujourd'hui à utiliser la grille de Finnegan, qui a été décrite pour la première fois par Mme Finnegan en 1975 pour évaluer les bébés souffrant d'un syndrome de retrait à l'exposition aux opiacés en grossesse. Cette grille-là a été comparée à l'époque à d'autres grilles qui ont été publiées soit en même temps, soit un petit peu plus tard, puis elle a été rapportée comme ayant le meilleur coefficient de corrélation interclasse. C'est la raison probablement de sa popularité encore aujourd'hui. Cette grille, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une grille quand même assez complète, comme vous le voyez ici. Elle est composée de 31 items à côté. Ces signes et symptômes-là sont regroupés en fonction des principaux systèmes atteints chez le nouveau-né, à savoir le système nerveux central, le système métabolique, vasomoteur et respiratoire, ainsi que le système digestif. Alors, les infirmières sont supposées coter les signes et symptômes observés chez les bébés de 1 à 5 en fonction de la sévérité de l'atteinte et ce de façon régulière, c'est-à-dire toutes les 2 heures si les bébés sont très souffrants ou toutes les 4 heures s'ils le sont un peu moins. C'est supposé refléter vraiment la période des dernières 4 heures et non pas le moment T où l'infirmière est en train d'observer le bébé. On garde un minimum de 48 à 72 heures d'observation à l'hôpital pour les bébés qui ont été exposés aux opiacés de courte demi-vie en grossesse. Par contre, il est recommandé de les garder un minimum de 5 à 7 jours quand les mamans ont consommé des opiacés de longue demi-vie comme la méthadone ou la buprenorphine. Alors, l'autre chose aussi, c'est que les recommandations quand on utilise la grille de Finnegan, c'est que si on a une moyenne des 3 derniers scores supérieurs ou égal à 8 ou 2 scores successifs supérieurs ou égal à 12, on est obligé de commencer un traitement aux opiacés pour les bébés. Puis encore aujourd'hui, le sirop de morphine est l'opiacé le plus couramment utilisé dans les unités de néonates pour traiter les symptômes liés au sevrage. Alors, le problème qu'on voit avec le Finnegan, c'est que d'abord, on demande aux infirmières d'évaluer les bébés quasiment aux 2 heures, et donc, ce qui finalement aboutit à perturber leur rythme de sommeil. Certains items dans le Finnegan, comme l'évaluation des trimulations lors des stimulations ou les moraux, nécessitent que les infirmières stimulent les bébés pour pouvoir voir leurs réponses et pouvoir les évaluer. Et donc, ceci va complètement à l'encontre du principe même de la prise en charge puis du traitement non pharmacologique de ces enfants parce qu'on n'arrête pas de répéter aux infirmières qu'il faut absolument diminuer tous les stimuli environnementaux, il faut respecter le sommeil des bébés, il faut parler doucement, tamiser les lumières, regrouper les soins. Et donc, on leur demande en même temps d'utiliser une grille qui les stimule, ce qui est un petit peu contre-intuitif. L'autre chose aussi qu'on voit dans le Finnegan, c'est que les salves d'éternuement puis de bâillement sont aussi cotées. Donc, les bébés perdent des points quand ils bâillent puis qu'ils éternuent. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont vraiment souffrants puis qu'on a besoin de presque de la morphine juste parce qu'ils bâillent puis qu'ils éternuent? C'est pas sûr. Puis en plus, une fois qu'on a prescrit de la morphine, quand on suit la grille de Finnegan, ce sont des doses régulières qu'on prescrit sur le 24 heures au complet, à chaque 3 ou 4 heures de façon vraiment stricte. Puis on rentre chez nous, puis on revient le lendemain, puis on réévalue. Si le bébé va bien, là, on se permet de sevrer 10 à 20 de la dose journalière. Puis si ça va so-so, on reste pareil. Donc, ce qui fait qu'une fois qu'on a prescrit de la morphine chez ce bébé-là, on est parti pour 2-3 semaines d'hospitalisation facilement. Tout ça a amené une équipe de néonates à Yale University Hospital aux États-Unis, dirigée par Dr. Grossman, à se poser des questions, à savoir, en fait, dans le fond, qu'est-ce qu'on demande à un bébé naissant de faire? Un bébé naissant est supposé être capable de se nourrir, de dormir et d'être consolant. Fait que si un bébé en sevrage est capable de se nourrir correctement au sein,
ou boire un minimum de 30 millilitres, s'il est capable de dormir un minimum d'1 heure d'affilée et s'il est capable d'être consolable en dedans de 10 minutes, ben, on considère que c'est un bébé qui n'est pas souffrant parce qu'il fait exactement la même chose que ce qu'un bébé naissant est supposé faire. Par contre, si la réponse est non aux 3 questions précédentes, à ce moment-là, ben, on ne prescrit pas de la morphine encore. On va aller faire le tour dans la prise en charge non pharmacologique pour être sûr qu'elle est vraiment optimale. Est-ce qu'on a invité les parents à cohabiter dans la chambre pour offrir le maximum de peau à peau, de kangourou avec le bébé? Est-ce que la maman allaite, si elle ne le fait pas, on l'encourage à le faire? Est-ce qu'on a vraiment diminué tous les stimuli environnementaux? Puis, une fois qu'on s'assure de l'optimisation de la prise en charge non pharmacologique et que ça ne marche pas, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on prescrit de la morphine. Puis encore là, on prescrit juste une dose de morphine, puis on réévalue la prochaine fois que le bébé se réveille. Ce n'est pas une dose qu'on prescrit régulièrement à chaque 3-4 heures. Donc, c'est vraiment de la morphine prescrite au besoin. Puis la première fois que cette équipe-là a décrit cet outil d'évaluation, le Eat Sleep Console, c'était vraiment en 2017. C'était dans le cadre de tout un esprit, un changement de mentalité dans la prise en charge de ces bébés qui s'est déroulé sur 5 ans au total avec 8 interventions qui ont été instaurées sur les 5 ans. Parmi ces interventions-là, il y avait donc l'instauration du Eat Sleep Console comme étant un outil d'évaluation, mais aussi il y avait toute une façon de faire différente qui a été instaurée, à savoir arrêter de séparer les bébés de leur maman, donc encourager la cohabitation et ce dès la naissance, rencontrer les parents avant même la naissance du bébé pour leur expliquer qu'est-ce qui va arriver après la naissance, qu'est-ce que les symptômes que le bébé va présenter, puis qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour aider la souffrance de ces enfants-là, puis soulager leurs symptômes. Toute une formation des infirmières pour encourager et clarifier c'est quoi l'essentiel des moyens non pharmacologiques de traitement. Toute la mentalité de prescrire de la morphine uniquement aux besoins et non pas de façon régulière, et même quand on la prescrit, on est capable de la réduire et de la sevrer assez rapidement. Et donc, toutes ces interventions-là ont fait en sorte que sur les 5 ans, quand ils ont comparé ce qu'ils avaient avant et après leurs interventions, ils ont vu diminuer leur durée d'hospitalisation moyenne de 22,4 à 5,9 jours. La proportion de bébés traités par morphine est passée de 98% à 14%. Et évidemment, ils ont vu drastiquement leur coût d'hospitalisation chuter. Et donc là, vous me direz, ben là, ils évaluent, c'est pas vraiment le Eat Sleep Console qui a été évalué, c'est vraiment tout l'ensemble de cette prise en charge-là qui a été rapporté comme étant efficace. C'est la raison pour laquelle, 1 an plus tard, ils publient l'évaluation justement du Eat Sleep Console. Puis pour ce faire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé de façon rétrospective les 50 derniers patients qu'ils ont choisis sur la période. Tous ces bébés-là ont été exposés en grossesse aux opiacés au moins 1 mois avant l'accouchement. Ce sont tous des bébés qui ont plus de 35 semaines d'âge gestationnel. Puis, ces bébés ont été évalués et traités selon le Eat Sleep Console. Seulement, ils ont demandé aux infirmières de continuer à coter les Finnegan, les scorer, mais personne ne regardait les Finnegan pour la prise en charge. On les score, on les met dans le dossier, on ferme, on ne regarde pas ça jusqu'à temps que l'étude soit finie. Puis là, ils sont revenus dans les dossiers, puis ils ont regardé quel était le résultat de leur prise en charge en suivant le Eat Sleep Console de ces bébés-là en matière de durée d'hospitalisation puis de recours à la morphine. Puis qu'est-ce que ça aurait été s'ils avaient utilisé le Finnegan pour exactement les mêmes bébés. Donc, chaque bébé était son propre témoin d'enfant. Et donc, ce qu'ils ont eu comme résultat, c'est que seulement 12% des bébés évalués par Eat Sleep Console ont eu recours à la morphine, alors que si on aurait utilisé le Finnegan pour les évaluer, 62% auraient eu besoin de morphine. Et donc, évidemment, 87% n'ont pas eu besoin de morphine avec le Eat Sleep Console versus 52% n'auraient pas eu besoin de morphine si c'était le Finnegan qui avait été utilisé. Seulement 2,7% des bébés ont vu leur dose de morphine augmenter sur la période observée, alors que s'ils avaient utilisé le Finnegan, 25,7% de ces bébés-là auraient vu leur dose de morphine augmenter.
Et donc, évidemment, ils ont vérifié qu'il n'y a pas eu de réhospitalisation dans les 30 jours qui ont suivi le congé, étant donné leur sevrage rapide de morphine. Ils n'ont pas rapporté de crise convulsive chez ces bébés-là parce qu'on sait que quand on les sèvre trop vite, des fois, ça peut les exposer à des convulsions. Puis, leur perte de poids moyen est restée quand même très raisonnable. Seulement 1 an plus tard, déjà, dans un congrès international qui est le Pediatric Academic Society aux États-Unis, il y avait déjà le Eat Sleep Console a fait une espèce de tache d'huile. Vous voyez ici l'équipe de Yale, puis des équipes avoisinantes qui ont publié énormément qui avaient rapporté énormément de posters, puis de rapports de cas, des résultats de l'instauration du Eat Sleep Console dans leurs unités, puis des résultats positifs qu'ils ont observés sur les durées d'hospitalisation et le recours à la morphine, puis les durées de traitement qu'ils ont observées dans leurs unités. Parmi ces équipes-là, je vous ai choisi l'étude que je considérais la mieux illustrée, puis Dr. Grossman, d'ailleurs, fait partie des auteurs de cette publication qui a été publiée en 2019. C'est une équipe qui utilisait le Finnegan tout au long de ces années-là, puis qui a décidé d'instaurer le Eat Sleep Console dans leur prise en charge, tout en mettant l'emphase aussi sur le concept de l'utilisation de la morphine uniquement en cas de besoin, puis de sevrage rapide de la morphine, même si elle est prescrite. Ils ont décrit des diminutions de même 3 fois par jour de 10% chacune, ce qui est vraiment drastiquement beaucoup plus bas que ce qu'on fait actuellement dans les unités. Alors, ils ont exposé le résultat ici. Vous avez ici la durée moyenne d'hospitalisation de leur bébé quand ils utilisaient le Finnegan, qui est passé de 10,3 jours d'hospitalisation à 4,9 jours après l'instauration de ces 2 changements de conduite dans l'unité qu'ils ont installés vraiment à 2 semaines d'intervalle. Là, c'est vraiment pas long. Et puis, les doses de morphine utilisées par patient sont passées de 38 doses par patient à 0,3 doses par patient après l'instauration du Eat Sleep Console, puis ce concept d'utilisation de morphine juste au besoin, les 2 différences étaient statistiquement significatives. Donc, en conclusion, le syndrome de retrait néonatal est un problème en augmentation dans les dernières années. Ça, c'est un fait. La seule chose, c'est qu'on manque encore d'outils d'évaluation spécifiques pour le syndrome de retrait en tant que tel. Cet nouvel outil récemment décrit semble être vraiment très prometteur, le Eat Sleep Console, pour les unités de soins qui ont l'habitude de soigner ce genre de bébé-là. La seule chose, c'est qu'on n'a pas encore de publication d'études randomisées contrôlées vraiment qui comparent le Eat Sleep Console avec le bon vieux Finnegan qui est encore l'outil le plus utilisé dans les différents pays dans le monde. Et donc, ça prendrait vraiment des études bien fondées pour pouvoir conclure de l'efficacité de cet outil d'évaluation-là. Je vous ai joint mes références, puis je vous remercie pour votre attention, puis il me ferait plaisir de répondre à vos questions. Merci infiniment, Dr. Benjamin. C'est très intéressant de voir, c'est ça, qu'il faut pousser au niveau de la recherche, hein, donc les études randomisées, on en veut. Vous avez donné un très bel exemple des retombées positives de la recherche en néonat. Donc, bravo à vous et bonne continuité dans vos travaux. Merci. Notre prochaine présentation nous vient toujours de Montréal. Mesdames Rochelle Ross, Anita Shep, qui sont toutes 2 intervenantes à l'organisme Logifar de Montréal, et Nathalie, qui est une utilisatrice des services. Elles vont être nos prochaines présentatrices. Elles nous parleront des services et des valeurs de la ressource Logifar, qui est un projet de logement social avec soutien communautaire pour les familles où au moins un des parents suit un traitement de substitution d'opioïdes. Donc, c'est à votre tour, mesdames. Bonjour, bienvenue à Logifar. Je suis Rachel, puis je vous présente mes collègues Nathalie puis Anita. Salut. Logifar, c'est une ressource unique dans le Canada et le Nord-Amérique. On accueille 7 familles avec au moins un parent qui sort un traitement par agoniste opioïde, avec la plupart d'enfants de 0 à 5 ans. C'est vraiment le fun de travailler ici.
Puis c'est une ressource très importante pour les familles et on reçoit de plus en plus des demandes pour des deuxièmes séjours. Puis, la chose qui est intéressante à Lodgefort, et on travaille avec des résidents pour une période de 3 ans. Elle habite ici pour 3 ans. Puis, ça nous permet de vraiment développer une relation de confiance avec chaque membre de la famille et développer des interventions personnalisées avec des parents. Nous sommes sur site 6 jours par semaine, puis ça donne l'option aux résidents de venir nous voir informellement, puis ils peuvent prendre un café, on fait des activités ensemble, mais aussi on donne des rencontres formelles, puis on demande aux résidents au moins une rencontre formelle une fois par mois. C'est sûr, avec le fil des années, on s'adapte à la réalité. Maintenant, nous sommes très préoccupés avec la crise de surdose qui a frappé Montréal. On a des gens qui ont pris une grosse pause de la consommation des opiacés et s'ils font une reshoot ou s'ils décident de consommer de temps en temps, le risque d'une surdose est très élevé maintenant et c'est préoccupant à cause de les enfants, elle habite avec l'enfant ou il peut être monoparental, puis ça nous préoccupe souvent. Pour l'objectif de prévention, mais c'est primordial. On sache tous que c'est les premières années qui ont le plus gros impact sur le développement d'un enfant. Fait que notre but, c'est d'offrir 3 ans de stabilité pour les enfants et leurs parents. Mais on est juste ici, comme Anita a dit, sur place pour donner beaucoup de soutien, mais aussi intervenir rapidement quand il faut. Puis, la chose pour nous qui est extrêmement important avec les objectifs et les plans des interventions est que des objectifs viennent des résidents. Puis, on a nommé beaucoup des choses sur la diapo que les résidents amènent, mais des autres choses sont de travail sur le parentage, la gérance de la consommation et de souvent améliorer la santé mentale ou stabiliser la santé mentale. C'est important de dire qu'on voit des résidents comme des expertises sur leur propre expérience de vie et sur la consommation. Puis dans nos plans d'intervention, on considère et on essaye de valoriser ces forces et cette expertise. Pour la réduction des méfaits, mais qu'est-ce qui est différent pour nous, c'est que c'est dans un contexte d'une ressource résidentielle. Comme vous savez, l'abstinence marche pour certaines personnes, mais notre but avec l'approche de réduction des méfaits, c'est de garder les lignes de communication ouvertes le plus possible. Fait que l'idée, entre autres, c'est que les parents n'ont pas peur de perdre leur logement s'ils partagent avec nous qu'ils ont consommé. Et ça nous permet de faire les plans de sécurité pour la consommation, comme par rapport aux substances, mais aussi la sécurité des enfants et la consommation est moins cachée. Et ça permet un dialogue, comme Safia avait dit à sa présentation. Pourtant, un parent en rechute peut vraiment fragiliser les autres résidents. Alors, si on évalue qu'une situation ou un comportement devient trop pour la ressource ou pour les autres familles, on est parfois obligé de mettre fin à un séjour, mais vraiment pas avant d'essayer plusieurs stratégies, comme c'est vraiment le dernier recours pour nous. Et souvent, avec la volonté du parent, tous les soutiens autour, le partenariat aussi, comme le rond-point, on fait les super plans d'intervention qui marchent et les parents sont très fiers après de réduire leur consommation et protéger leurs enfants. Puis, pour nous, notre approche est très relationnelle et centrée sur la personne en face de nous. Une chose qui est importante pour nous, on travaille, on voit nos résidents dans un contexte systémique. Puis, pour nous, on note que nos résidences expérimentent beaucoup de stigma, même encore dans le système santé et social. Cette stigma est une barrière et ça nuit la réussite de nos participants. Pour nous, c'est important de créer un environnement qui est sans jugement, qui est authentique et aussi qui est très respectueux et c'est très apprécié par des résidents.
Puis pour nous, le message important que tu prends aujourd'hui, qui a été répété par plusieurs personnes, est de réfléchir sur le stigma dans nos ressources et de travailler avec nos participants avec l'expérience de vie pour réduire le stigma dans nos services. On va sauter 2 diapos. Je voulais inclure qu'on travaille avec une super équipe de Michel Perrault de l'hôpital Douglas à Montréal qui ont fait plusieurs étapes pour évaluer les ressources. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez lire les diapos après ou nous écrire. Et les résultats ne sont pas publiés encore. Mais je voulais assurer qu'on donne assez de temps à Nathalie. Elle est une ex-présidente de Logifort et elle était très généreuse de venir ici et parler de son expérience ici à Logifort. En fait, je vais passer la parole à Nathalie. Bonjour. Salut Nathalie. Est-ce que tu peux t'édouer un peu pour expliquer un peu de ton situation? C'est ça. Dans le fond, moi, je suis arrivée à Logifort. Ma fille avait quelques mois. Elle avait environ 3 mois. Moi, j'avais arrêté de consommer au moment où je suis tombée enceinte. Je suis embarquée sur le traitement de la méthadone. J'ai connu la ressource ici par une autre ressource qui est juste à côté, qui est pour les mères monoparentales en face. Je suis venue faire une demande ici avec ma fille, puis j'ai été acceptée là, tout de suite pour avoir un appartement ici. C'est ça. Comme au début, c'était différent. L'équipe qui est en place maintenant est vraiment une bonne équipe. Là, je pense qu'elle a beaucoup changé, ça s'est beaucoup organisé. Quand je suis arrivée, c'était pas organisé. Les intervenants qui étaient ici ne s'occupaient pas. Il n'y avait pas justement tout ce que vous prenez aujourd'hui, le lien de confiance, les rencontres, tout ça, c'était pas présent à ce moment-là. Okay. Puis après quelques mois, il y a eu une réorganisation. Il y a eu quelqu'un qui est arrivé, Daniel, qui est venu vraiment comme réorganiser la place, on va se le dire. Puis à partir de là, ça a été vraiment aidant là, pour moi, parce que moi, mon but, c'était vraiment l'abstinence totale, arrêter de consommer. Déjà, j'avais arrêté de consommer de la drogue, mais je voulais aussi arrêter la méthadone. Parce que je considérais ça comme un boulet dans ma vie. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça bouger, qui aime ça me promener de ville en ville, puis tout ça. Puis avec la méthadone, ça, c'était pas vraiment possible. Fait que c'est ça, j'ai travaillé beaucoup ici avec les intervenants pour arrêter. Là, Logifort m'a permis de retourner à l'école parce qu'il m'a permis d'avoir une garderie pour ma fille. D'avoir justement, quand j'avais des moments plus de faiblesse, puis tout ça, ça m'a permis de toujours avoir un endroit où je pouvais venir comme discuter, puis comme me sentir en confiance de dire tout ce que j'avais à dire. T'sais. C'est sûr que c'est pas toujours évident. Des fois, j'ai trouvé ça difficile par bout des fois de vivre, justement, vu que, comme vous disiez tantôt, on est dans la réduction de l'effet. Oui, il y a des gens qui consomment autour quand même. Fait que, tu sais, si toi, ton but, c'est l'abstinence, des fois, ça peut être un peu difficile de vivre avec ça. Mais comme il y a beaucoup de soutien puis qu'il y a beaucoup d'ouverture, ben c'était quand même quelque chose qui était possible de faire. Je sais pas, c'est ça. Sinon... Puis, on a beaucoup des intervenantes ici qui t'écoutent aujourd'hui. Puis, est-ce qu'il y a des choses des travailleurs sociaux, aux infirmières que tu penses est important qu'ils font dans leur travail avec des gens qui arrêtent de consommer ou qui consomment encore? Bien, je pense que une chose qui est très importante, c'est le non-jugement. C'est déjà de ne pas se sentir jugé, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Là, parce que si tu arrives devant un intervenant, puis tout de suite, il est comme, tu sens qu'il te juge, bien, automatiquement, tu vas te fermer en tant que consommateur. On est tellement habitué, consommateur ou ex-consommateur, on est tellement habitué de se faire regarder tout croche. Tu sais, encore aujourd'hui, moi, ça fait 15 ans que je n'ai pas consommé. Puis si je dis que j'ai consommé, là, 15 ans,
ben j'ai encore des fois par certains professionnels de la santé, whatever, un jugement qui est comme « Ah, c'est une ancienne consommatrice, fait qu'on va pas, admettons, lui donner de médicaments pour la douleur ou des trucs comme ça, tu sais. » Puis je suis juste comme moi, mais j'ai arrêté de consommer, ça fait 15 ans, puis je suis pas en train de te demander de quoi pour rejeter. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, de pas juger, tu sais, de prendre le temps de connaître la personne. Oui, il y en a qui vont abuser, oui, c'est vrai, sauf que de ne pas partir tout de suite avec une idée négative devant un ancien consommateur ou un consommateur. Je pense que ça, c'est important. De prendre le temps d'écouter vraiment ce que les gens ont à dire, ça, c'est important aussi. Ouais, c'est ça. C'est excellent. Qu'est-ce que c'est? Puis voilà, merci tout le monde. Merci. Merci à vous trois. Ce qui revient encore depuis le début de nos présentations, c'est à quel point la stigmatisation peut être un frein à bien des niveaux et que si on accueille la personne et qu'on met la personne au centre de tout, on est capable d'effectuer de beaux changements et d'avoir des très beaux succès dans différentes approches. Donc, merci à vous trois. Très intéressant comme intervention aujourd'hui. On est maintenant rendu à la période de questions. Il y a déjà quelques petites questions dans la liste. J'inviterai premièrement tous nos conférenciers à réactiver leur caméra, s'il vous plaît. Alors, la première question s'adresse à Dr. Benjamin. La question est la suivante. Comment expliquez-vous que le Canada ait des chiffres aussi hauts en ce qui concerne la naissance de bébés en sevrage? Merci pour cette question. Je pense que si on le savait, peut-être qu'on aurait des solutions plus drastique puis qu'on aurait pu aider plus nos bébés. Malheureusement, je pense que c'est un phénomène de société qui est quand même assez généralisé dans le monde. Puis bon, les chiffres, c'est des chiffres qui viennent de l'Ontario. Le Québec n'est pas représenté dans cette étude-là. Est-ce que il n'y a probablement pas de grosse différence entre le Canada et les États-Unis en matière de consommation, en matière de prise en charge, à part la privatisation des soins aux États-Unis. Là, on le sait que les soins sont un petit peu différents qu'au Canada, mais la consommation en tant que telle est vraiment un phénomène général. On l'a vu là, sur les différents incidents, tous les auteurs qui ont rapporté et qui ont regardé la recrudescence du phénomène de sevrage néonatal ont décrit vraiment une augmentation des chiffres un peu partout dans le monde. Alors, pourquoi le Canada vient en tête? Je n'ai pas de réponse à ce problème, mais c'est sûr que c'est un phénomène général pour un peu partout. La deuxième question est toujours pour vous, Dr. Benjamin. Quelle est votre recommandation concernant l'allaitement lors de la naissance des bébés en sevrage? Que recommandez-vous? Allaitement au biberon ou allaitement au sein? La question. Alors, c'est une très bonne question. Les mamans qui prennent des opiacés en grossesse, on les encourage vraiment, vraiment à allaiter. L'allaitement maternel a été rapporté dans les études comme étant un moyen vraiment très efficace pour diminuer la sévérité du sevrage néonatal parce que quand on a mesuré les doses d'opiacés qui passent dans le lait, on a trouvé des doses vraiment infimes. Puis, c'est justement ces petites doses d'opiacés qui passent dans le lait de maman qui vont permettre au bébé de faire un sevrage moins brusque après la naissance. Le fait d'avoir été exposé pendant 9 mois aux opiacés, ça passe le placenta, les opiacés, donc le bébé va en consommer avec sa mère en grossesse. Une fois sorti du ventre, il va être coupé complètement, puis ça fait en sorte que ces sevrages-là vont devenir vraiment difficiles. Alors que si elle allaite, elle va lui offrir des toutes petites quantités qui vont faire en sorte que ça va se passer de façon beaucoup plus
smooth, plus fluide. Et d'ailleurs, les études qui ont comparé les mamans qui allaitent aux mamans qui donnent juste des biberons ont démontré franchement une nette diminution des proportions de bébés qui ont besoin d'abord d'hospitalisation prolongée, qui ont eu besoin de recours à la morphine pour être traités, puis qui ont donc eu des durées de séjour nettement plus basses que ceux qui n'ont pas été allaités. On a encore une question pour vous, donc je vous retiens encore un petit peu. On nous demande ici, on vous demande, à votre avis, que devraient faire les établissements du réseau de la santé et des services sociaux pour amorcer le processus de changement des mentalités et adopter une approche comme l'ESC? Est-ce qu'une transition de l'échelle Finnegan vers l'ESC est envisageable à l'heure actuelle à une grande échelle ou serait-il préférable d'attendre qu'il y ait plus de données probantes? Ben, en fait, je vais le dire en avant-première, je n'avais pas prévu de le divulguer, mais on est en train de monter un projet de recherche justement au CHUM. Le CHUM est considéré comme étant, le service de néonatologie au CHUM, comme étant un service de référence à Montréal. On nous envoie plein de collègues de la périphérie de la couronne de Montréal, nous adressent des questions concernant la question du référent néonatal. On est, de par notre probablement position géographique et de notre exposition depuis ces dernières années à des bébés confrontés à ce problème-là, on est devenu comme un peu référent. Et donc, à cause de cette mission, on prévoit monter un projet de recherche, justement. Je disais qu'on manquait d'études randomisées contrôlées, puis c'est ça qu'on prévoit de faire. Donc, le temps qu'on la fasse, si on a des résultats probants avec une étude bien montée, ben, je pense que ça va être plus faciliter la généralisation de l'utilisation de l'outil. On va vous souhaiter du financement pour générer tout ça. Absolument, merci. Il y avait une autre question, je crois que ça va vous être adressé aussi. Qu'en est-il du traitement du syndrome de retrait néonatal au CHUM? Je crois que c'est une question que vous avez plus ou moins répondu. Si vous pouvez nous donner plus de détails. Oui, absolument, avec plaisir. Alors, la prise en charge de ces bébés se base essentiellement d'abord sur les moyens non pharmacologiques. Pour pouvoir soulager ces enfants-là, il faut vraiment être attentif à leurs besoins. C'est des enfants qui ont des besoins très particuliers, qui ont un rythme de sommeil très perturbé, qui sont très irritables, qui sont très, très sensibles au bruit, à la stimulation, qui ont beaucoup de difficultés au boire. Et donc, s'alimentent très mal, perdent beaucoup de poids et donc deviennent encore plus irritables. C'est la raison pour laquelle on insiste beaucoup sur les moyens non pharmacologiques, à savoir justement diminuer les stimuli. J'en ai parlé dans ma présentation, mais c'est allé assez vite et il faudrait vraiment essayer d'offrir à ces enfants-là un milieu puis un environnement le plus calme possible, le plus doux possible, le plus des lumières tamisées, de la musique douce, on lui parle en chuchotant, quand on le maintient fermement, mais de façon très douce aussi. On flatte pas ces bébés-là, ils n'aiment pas être caressés, les caresses irritantes, c'est des bébés qui aiment être contenus. Et donc, le principe et la base du traitement, c'est vraiment la diminution des stimuli. Puis c'est pour ça qu'on encourage beaucoup les parents à cohabiter. Puis la cohabitation vient en second lieu après l'allaitement maternel comme étant le moyen de traitement non pharmacologique qui a donné le plus de résultats positifs sur ces bébés-là parce que le fait d'avoir ses parents 24 heures sur 24 dans l'unité, ça permet d'être vraiment attentif aux besoins de ces enfants-là. Dès qu'ils pleurent, ils sont là pour répondre à ce besoin, alors qu'une infirmière peut être occupée avec d'autres bébés en même temps, tu ne peux pas répondre tout de suite. Ça leur permet de bénéficier de beaucoup de peau à peau, de kangourous, ça permet à la maman d'allaiter. Donc, la cohabitation, c'est très, très important. Puis ça fait partie des bases et des principes de traitement non pharmacologique. Alors, si vraiment tout ça ne fonctionne pas, les parents sont là 24 heures sur 24, la maman allaite, on essaie de vraiment entourer le bébé de tout du milieu le plus paisible et silencieux possible. Et quand même, il n'arrive pas à dormir, il n'arrive pas à manger, il est très, très souffrant. On est obligé de traiter le syndrome de sevrage aux opiacés par un opiacé. Puis, comme je disais tout à l'heure, le sirop de morphine reste encore l'opiacé le plus couramment utilisé dans les unités néonates, notamment au CHUM, c'est ça qu'on utilise aussi. On espère qu'avec la nouvelle méthode d'évaluation,
on va arrêter de prescrire de la morphine pendant des semaines et des semaines, parce qu'une fois qu'on a prescrit ça, malheureusement, avec notre fréquence de sevrage maintenant aux 24 heures de 10 à 20%, c'est des bébés qui restent hospitalisés longtemps chez nous. Ce qui fait que donc c'est difficile pour les familles, c'est difficile pour les parents. 3 semaines d'hospitalisation, c'est pas banal. Toutes les familles ne sont pas capables de faire de la cohabitation 24 heures sur 24. Des allers-retours à l'hôpital, c'est compliqué. Donc, par contre, si on est capable de décourter leur traitement aux opiacés, ben, ça va permettre d'écourter leur séjour, un retour plus rapide à la maison, un regroupement familial plus tôt et donc un meilleur état de santé pour tout le monde. Bravo, c'est bien. La prochaine question, je crois qu'on va l'adresser à la docteure Trépanier. On avait une question sur, laissez-moi revoir, j'essaie de voir en ordre, le terme concomitant est synonyme de comorbidité. Je vais vous laisser répondre à ça. Oui, en fait, la question, je veux juste m'assurer de bien la comprendre, c'est si le terme de trouble concomitant, c'est équivalent à comorbidité. Voilà. Ça peut être un synonyme, cela dit, c'est vraiment parce qu'on peut avoir une comorbidité, par exemple, d'un trouble anxieux avec une maladie bipolaire, puis aussi un trouble de personnalité. Donc, ça, c'est une comorbidité. Cela dit, la précision pour le trouble concomitant, c'est que c'est vraiment un trouble d'usage, au moins un trouble d'usage et au moins un trouble de santé mentale. Donc, c'est là où il y a le petit détail là, dans la concomitance. Parfois aussi dans la littérature, on va voir en anglais, en français, double diagnostic, en anglais, dual diagnosis, mais je dirais que vraiment, dans les derniers temps, on utilise davantage la terminologie de trouble concomitant. J'espère que ça répond à la question. C'était très clair. Vous l'avez expliqué mieux que j'aurais pu le faire. On avait une question pour vous encore au rond-point. Quel secteur qui est desservi par le rond-point est-il possible de référer vers vos services en provenance d'un centre de réadaptation ou d'un groupe de médecine familiale de la Montérégie ou d'une autre région? Donc oui, c'est possible. On n'est pas sectorisé de par la spécificité de ce qu'on fait. Là. On suit des familles qui habitent à la rive nord de Montréal, la rive sud, particulièrement pour les suivis de grossesse. Puis on a un partenariat avec justement le Centre des naissances du CHUM. Donc, la majorité de nos femmes enceintes vont accoucher au CHUM, même si elles habitent sur la rive sud, donc en Montérégie. Donc oui, elles peuvent s'auto-référer, nous appeler directement. Là, on pourra mettre les coordonnées du rond-point disponibles. Elles peuvent aussi nous être référées par un GMF, par un centre de réadaptation. On a plein de portes d'entrée. Parfait. Puis je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait savoir, peut-être leur écrire là, dans le chat, les partenaires pour les ententes de service, entre autres, que vous avez au rond-point. Je crois que vous pourriez passer par le chat pour les écrire ou du moins ou laisser votre adresse courriel pour qu'on puisse vous communiquer. Je crois que la prochaine question, j'essaie de les regrouper. Il y avait une question pour Mme Ross et Mme Shep. Beaucoup de place au moment, mais peu d'organismes qui accompagnent les papas monoparentales. Ça, on a vu aujourd'hui, on a beaucoup de voix de femmes et de mamans. Mais qu'en est-il de nos papas dans tout ça? C'est juste pour dire que oui, on travaille aussi avec des pères monoparentales. On les voit, c'est vrai que c'est plus rare et nous sommes d'accord que des services spécifiquement juste pour des pères sont difficiles à trouver. On travaille, quand nous avons des pères, on travaille avec un programme en face de nous qui est actually pour des femmes, mais il y a une personne là qui travaille avec les pères. Puis on travaille avec eux aussi pour avoir plus comme peut-être un groupe juste des pères pour parler entre eux des enjeux d'être comme papa. Mais aussi dans la famille, on sépare le couple. Une intervenant travaille avec une parent, l'autre avec papa ou c'est pas juste papa et maman, c'est comme aussi des gens qui identifient comme un parent. Et puis voilà, les enjeux sont un peu plus spécifiques, surtout quand c'est juste un petit bébé.
même pour des gens qui ne consomment pas, le rôle de papa peut être un peu flou à le début parce qu'il n'allait pas, les besoins de le bébé sont plus vers la personne qui l'a porté, qui le nourrit. Mais c'est vrai que peut-être entre nous, les organismes peuvent comme questionner où on peut trouver des papas monoparentales et quels services on peut comme créer pour eux qui sont utiles. Est-ce que vous croyez, juste dans cette ligne-là, justement, au niveau de la proportion des hommes et des femmes qui demandent de l'aide, j'imagine que vous avez beaucoup plus de femmes, toute proportion gardée? On a plus de femmes, mais on a beaucoup de couples aussi. Puis il y a tellement peu de ressources aussi qui prennent des couples. Il dit juste, oh, c'est trop difficile, trop un risque de violence conjugale, mais c'est très important parce que... ouais, c'est excellent, oui. Parfait, c'est bon. Je crois qu'on va retourner à une question pour le docteur Benjamin. Dans le cas de sevrage, on nous demandait s'il y avait des bébés qui vont décéder. Et une autre question sur la Suboxone utilisée par la mère qui allait peut engendrer un sevrage provoqué pour le bébé. Donc, il y avait décès des bébés et Suboxone, traitement Suboxone. Peut-être que vous ou quelqu'un d'autre peut répondre à cette question. Bien, je peux commencer, puis soyez à l'aise de compléter. Il n'y a pas de nos jours, avec l'état actuel des choses, la façon dont les grossesses sont surveillées, puis la prise en charge néonatale, on ne rapporte pas de décès liés au sevrage en tant que tel. Alors, les décès sont souvent rapportés à des causes multifactorielles. Il n'y a pas juste le sevrage là-dedans. Souvent, il y a des facteurs socio-économiques qui se rajoutent, qui peuvent expliquer les conditions de décès. Mais le sevrage à lui seul, aujourd'hui, n'a pas été rapporté comme une cause de décès directe. Ça, c'est pour la première question. Pour ce qui est de la Suboxone, les mamans qui en consomment en grossesse, effectivement, les bébés sont à risque d'avoir un syndrome de sevrage à la naissance, et c'est pour ça qu'on les encourage à allaiter. Alors, celles qui allaitent et qui prennent du Suboxone en allaitant vont avoir des bébés qui vont faire des syndromes de sevrage beaucoup plus légers que celles qui n'allaitent pas. Pour celles qui n'en ont pas pris en grossesse, mais qui vont commencer à en prendre après l'accouchement puis en allaitement, mais qui a eu d'autres opiacés en grossesse, ben, il y a aussi un passage faible dans le lait de la Suboxone qui va faire en sorte que ça va aider le bébé à passer au travers de son syndrome de sevrage. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait intervenir ou c'est complet pour cette question? Oui, docteur Benjamin, je vous laisse répondre, puis j'aurai une question pour vous tout de suite après. Oui, absolument. Ben, effectivement, je voulais vous remercier parce que c'est un point très, très important ce que vous soulevez là, étant donné que les effets à long terme des bébés qui ont été exposés in utero puis qui ont souffert d'un syndrome de sevrage à la naissance sont très peu décrits dans la littérature pour plusieurs raisons. Malheureusement, les gens, les auteurs, les chercheurs n'arrivent pas à isoler le syndrome de sevrage tout seul à la naissance pour pouvoir évaluer ses effets à l'adolescence. Souvent, le problème qui se présente pour ces études-là, étant donné que ces bébés-là ont été, il n'y a pas eu juste la consommation de la maman, il y a toute une multitude de facteurs qui ont entouré ces bébés-là. Il y a la consommation maternelle, il y a des facteurs socio-économiques, il y a après ça sa scolarisation, son développement à l'école, tous les facteurs environnementaux qui vont venir influencer le développement de cet enfant. Alors, venir isoler juste le sevrage et ses effets sur le développement de cet enfant-là, de tout le reste, c'est très compliqué à faire dans des études scientifiques qui peuvent être vraiment concluantes. Puis effectivement, on en a quelques études, mais qui ont regardé vraiment de façon très, comment dirais-je, sur un nombre très petit de bébés, de patients. Donc, c'est très peu concluant et c'est très peu contributif pour pouvoir aider les familles, malheureusement, dans ce sens. On le sait que
la consommation maternelle, effectivement, pourrait avoir un effet à long terme sur le développement de l'enfant, mais à elle seule, qu'est-ce que ça donne exactement? On n'est malheureusement pas capable de le décrire de façon précise parce qu'on n'est pas capable de la ressortir de tout le contexte environnemental de l'enfant. Et la question qui suit est pour vous. Est-ce que la consommation de cannabis pendant la grossesse peut induire un sevrage chez le bébé? Et même, on pourrait parler d'allaitement aussi chez les consommatrices de cannabis. Absolument. Alors, depuis la légalisation du cannabis au Canada, on a vu une augmentation spectaculaire de la consommation en grossesse. Et puis, effectivement, c'est une question très importante parce que oui, les bébés peuvent faire un syndrome de sevrage au cannabis. La seule chose, c'est que, puis qu'on le sait, par contre, le cannabis, le tabac, ça aussi, ça a été décrit dans la littérature que ça donne des effets à long terme sur le développement de ces enfants-là plus tard. La seule chose, c'est que le plus souvent, le cannabis, c'est pas consommé tout seul. Vous savez, là, et souvent, il y a une polyconsommation qui vient avec. Il y a la cigarette aussi, des fois de l'alcool, s'il y a des opiacés ou pas dans le tableau. Et que pour la consommation isolée de cannabis, si vraiment il y a juste ça en grossesse, oui, il y a un syndrome de sevrage qui est décrit. C'est des bébés qui sont irritables, qui ont des troubles d'alimentation, qui ont plus de difficultés au sommeil. Mais il est rare que ce soit des bébés tellement souffrants qu'on ait besoin vraiment de les garder hospitalisés plus longtemps ou qu'on ait besoin de leur donner des médicaments pour soulager leur souffrance. C'est souvent des bébés qui sont quand même assez bien soulagés juste avec des moyens non pharmacologiques, donc beaucoup de cocooning, beaucoup plus de peau à peau, plus de kangourou, plus d'attention à leurs besoins. C'est vraiment rare, voire exceptionnel qu'on ait besoin de leur donner des opiacés pour pouvoir soulager leurs symptômes. Merci beaucoup. Prochaine question pour nos intervenants du rond-point et aussi pour Nathalie aussi. Là. Pardon, pas Nathalie, je me trompe d'équipe, là. J'ai un peu mêlé avec tout le monde. Bref, pour le rond-point, la question est, vous avez mentionné que les attitudes des personnes soignantes sont déterminantes dans le déroulement du suivi. Plus concrètement, comment sensibiliser les soignants à cet égard et quelles sont les attitudes à favoriser? Oui, ben c'est une grosse question, une bonne question. D'une part, ce qu'on remarque, un peu l'historique du rond-point, pourquoi ça a été créé, c'est parce que on n'arrivait pas à rejoindre beaucoup de gens qui ne se rendaient pas plus en milieu institutionnel, dans les CLSC, dans les hôpitaux et tout ça pour aller chercher des soins ou même pour leur suivi de grossesse ou pour le suivi développemental de l'enfant. Puis dans leur récit, il y a beaucoup d'exemples, comme on a entendu tantôt aussi, de stigmatisation, de jugement, puis particulièrement en traitement de méthadone. C'est un peu le paradoxe du traitement, mais c'est un traitement qui dévoile la condition un peu sous-jacente, donc ils ne sont pas moins stigmatisés souvent parce qu'elles sont en traitement. Au contraire, le contraire peut être vrai. Donc, comme je ne me souviens plus de son nom, mais elle l'a très bien dit, les mots sont tellement importants, le choix des mots. On essaye d'utiliser le mot parent plutôt que le mot patient. Exemple, je n'ai pas beaucoup d'exemples qui me viennent là spontanément, mais on est beaucoup dans l'accueil. Tu sais, le premier rendez-vous, on va vraiment miser sur l'accueil. On ne va pas faire un questionnaire de 3 heures qui va poser des questions et faire répéter toute leur historique de vie et peut-être les faire revivre un peu des traumas à travers ça. Des fois, on pense que c'est vraiment pas nécessaire d'aller là, surtout lors du premier rendez-vous. Donc, on mise plus sur l'accueil. On travaille en interdisciplinarité pour un peu toujours se contre-vérifier puis pas rester seul avec quelque chose qui peut nous faire vivre un contre-transfert ou une émotion difficile à gérer puis qu'elle se traduise dans l'intervention. On tente, on fait des formations, tout ça, on s'outille pour être conscient de nos propres jugements de valeur aussi parce qu'on en a toutes. Puis d'être sensible à comment ces jugements de valeur-là peuvent se manifester dans l'intervention. Donc, des petites choses comme ça. Merci beaucoup. On est déjà arrivé à la toute fin. Il y avait une petite question qui m'était adressée concernant nos relations avec les policiers au pouvoir. Oui, on a entre autres
fait parvenir des pétitions et certains des députés au fédéral l'ont présenté en Chambre. On a eu 9 mentions jusqu'à maintenant en Chambre des communes et on collabore aussi, là, on a poussé pour la décriminalisation ici à Montréal. Donc, on a à différents niveaux des contacts plus étroits. On a des parents qui ont rencontré leurs députés pour parler du décès de leur enfant, entre autres un papa qui a poussé pour l'accès à la naloxone chez les pompiers dans la région de Gatineau parce que ces premiers répondants-là n'avaient pas la naloxone. Donc, on est pas mal impliqués partout. On va devoir conclure, même si je crois qu'on pourrait parler encore longtemps. Donc, j'aimerais remercier chaleureusement tous nos conférenciers d'aujourd'hui. Votre rapport a été formidable. Moi, ça m'a grandement intéressée. J'aimerais remercier les membres du Comité scientifique national, les membres du Comité international aussi, à toute l'équipe de l'Institut universitaire sur les dépendances et à l'équipe de diffusion des connaissances du CIUS, Centre-Sud de l'île de Montréal, pour leur soutien indispensable dans l'organisation du webinaire d'aujourd'hui. Le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la contribution au colloque TD-O6. J'aimerais vous inviter à répondre au sondage d'évaluation qui va vous être envoyé par courriel demain. Et vous pouvez aussi visiter le site web du colloque à l'adresse tdo6.ca afin d'écouter les magnifiques épisodes du balado Figures de dépendance et aussi pour visiter la salle virtuelle d'affiches scientifiques. Je rappelle que notre prochaine rencontre aura lieu le 16 septembre prochain, portera sur les thèmes des services à bas seuil en réduction des méfaits et à l'accès au traitement. Donc, inscrivez-vous à la liste de diffusion pour être les premiers avertis lors de l'ouverture des inscriptions pour le prochain webinaire. Et je vous remercie du fond du cœur, du fond du cœur de votre partage aujourd'hui. Ça a été un honneur d'être avec vous. Et à tous et à toutes, je vous souhaite une belle fin de journée. Donc, on se revoit peut-être en septembre. Merci beaucoup à tous.